Bonjour à tous. On va continuer avec nos trajectoires d'entrepreneurs. Donc, je vais vous présenter Clément, qui va venir me rejoindre, qui est un entrepreneur que j'ai accompagné avant la crise sanitaire dans un projet numérique de logiciels avec quelques associés. Et devinez ce qui s'est passé? Eh bien, des divergences entre les associés et une explosion de l'équipe. Juste pour mémoire, j'en suis à mon 16e conflit d'associés à gérer. Donc, c'est une problématique hyper courante et documentée. Et donc, après, Clément s'est lancé dans un autre projet et qui s'est mal terminé à cause d'une problématique de santé. Et donc, je l'invite à venir sur scène et à nous raconter ce qui s'est passé et ce qu'il fait aujourd'hui dans le cadre de son nouveau projet Hope Stage. À toi. Merci Tristan et merci à toutes et à tous. En fait, je vais peut-être vous raconter mon histoire parce que au final, c'est vraiment intimement lié à ce que déjà vient de dire Tristan. Moi, j'ai vécu ma première dépression, j'avais 19 ans. Et en fait, je ne savais pas ce qui m'arrivait concrètement. Et pendant une dizaine d'années, j'ai eu des hauts et des bas qui ont amené notamment cette séparation avec mes anciens cofondateurs. En fait, c'était une journée, je m'en rappelle très bien, on était en 2020. Et je me retrouve au Jardin des Plantes. Et par hasard, je lis un article sur la bipolarité. Et j'appelle ma mère. Je lui dis, bon, voilà, j'ai regardé ça. Je trouve ça un peu bizarre quand même, parce qu'il y a des trucs, ça colle. Mais je sais pas trop. Et elle m'avoue à demi-mot que, en fait, mon père était bipolaire. Mais qu'il ne voulait pas le dire. Et elle n'avait pas le droit de le dire. Alors que pour ma part, j'avais vu au moins 4-5 psychiatres différents et personne ne m'avait diagnostiqué ou quoi que ce soit. Et ça a été un moment un peu clé où je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un truc aussi important, qui change autant ta vie, soit aussi mal géré? Et donc rapidement, la bipolarité, et je reviendrai un peu plus en détail, moi je dis que c'est la maladie des émotions, c'est le fait de vivre des émotions qui sont beaucoup plus intenses et qui peuvent entraîner donc soit une dépression ou soit une phase maniaque, donc une phase d'euphorie. Et donc c'est ce que je vous raconte aujourd'hui. On va parler des troubles psychiques. Donc grosso modo, les troubles psy, ça représente en fait hélas beaucoup de monde. On ne s'en rend pas bien compte. Il y a tout ce qui est troubles anxieux, où ça représente à peu près 22% de la population. Il y a tout ce qui est troubles de l'humeur, notamment la dépression. La dépression, hélas, il y a à peu près un cinquième des personnes qui vont en vivre une dans leur vie. Et puis, je continue, mais schizophrénie, 1% de la population, tout ce qui est troubles de la personnalité, troubles de l'alimentation, et puis les addictions. Et donc, concrètement, c'est plein de chiffres. La présentation sera dispo si vous voulez à la fin. Mais en fait, voilà, on se rend compte que ça représente une personne sur 5. Et c'est ouf parce que je pense qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde de l'entreprise, en tout cas par expérience, on n'en parle pas trop, on a honte, c'est encore hyper tabou. Pour autant, vous connaissez probablement un pote, un frère, une sœur, je ne sais quoi, qui a un trouble psychique, qui a vécu une dépression. Et, euh, et donc, assez rapidement, voilà, on est vraiment tous concernés. Et notamment, les entreprises sont concernées. Parce que les personnes qui vivent des troubles psychiques et qui vivent des crises vont avoir, hélas, souvent des arrêts de travail qui amènent des désorganisations. Et surtout, et ça je pense que c'est un point qui me tient à cœur, c'est qu'elles ne sont pas à l'endroit où elles pourraient être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce côté où il ne faut pas en parler parce qu'on en a peur, alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des choses très intéressantes, en partie
parce qu'ils avaient une manière de réfléchir, on parle aussi de neuroatypiques, qui était différente. Je peux citer par exemple Churchill, qui était bipolaire, mais il y en a plein d'autres. Et, et comment est-ce qu'on fait pour que demain, en tout cas c'est un peu mon rêve, bah, on puisse justement travailler avec ces personnes, mais dans le meilleur des deux mondes en fait. C'est-à-dire en utilisant leurs différences comme une force et pas uniquement comme un poids. Concrètement, donc voilà, ça entraîne l'épuisement, c'est la première cause d'arrêt de travail. Enfin, je reviens un petit peu sur des chiffres. Et puis, première cause d'arrêt de travail de longue durée. Bon, grosso modo, ça coûte très cher aux entreprises. Et vous avez fort probablement en fait, des collaborateurs qui sont concernés, alors qui vous en ont probablement pas parlé, en tout cas c'est assez rare encore hélas. Ça permet une reconnaissance comme travailleur handicapé. Et donc voilà, 2 personnes sur 3 n'en parlent pas, grosso modo. Et donc vous pouvez faire les chiffres, hein. Vous avez 100 personnes dans votre effectif, même, allez, vous avez 10 personnes dans votre effectif déjà, il y en a 2 normalement, hein. Donc c'est assez impressionnant. Et donc voilà, reconnaissance de travailleurs handicapés, j'en parle, pourquoi? Parce que si vous avez plus de 20 employés, généralement vous payez des amendes tous les ans, parce que vous ne faites pas les 6% de travailleurs handicapés. Et il suffit qu'une personne de votre équipe se déclare comme telle, alors qu'elle fait souvent déjà le boulot, et en fait, vous n'avez plus à payer l'amende, tout simplement. Alors, c'est un système qui a ses avantages, ses inconvénients, mais voilà, c'était juste pour rapidement en parler, parce que, bah, l'air de rien, ça fait économiser à peu près 6 000 € par personne et par an. Alors, je vais revenir un petit peu sur les bipolarités, donc avec l'image de Churchill derrière. Je pense que vous voyez où c'est, Grand Palais, vous voyez? Très bien. OK. Alors, OK, qu'est-ce que c'est que lunatique? Qu'est-ce que c'est que bipolaire? En fait, moi, j'ai un peu l'impression que dans la santé mentale, dans les troubles psychiques, on est un peu dans cette phase où on commence à en parler, mais on marche encore un peu sur des œufs. Et moi, je me rappelle quand j'étais en primaire, c'était très stupide, mais je le reconnais volontiers. Je disais un peu une insulte, je disais ah toi t'es un PD, etc. Et c'était il y a ouais, ça commence à faire quelques années. Et en fait aujourd'hui, moi j'entends encore en 2024 quelqu'un qui va sortir ah ouais mais lui c'est un bipolaire, t'as vu il a pété un câble. Et en fait on en est encore là aujourd'hui. On en est encore là alors que, bah, en fait, il faut vraiment différencier, quoi. La bipolarité, c'est une pathologie, donc ça a été diagnostiqué par un médecin. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on diagnostique. Donc c'est pas quelqu'un qui se décrète comme tel. Généralement, il faut passer par l'étape, en tout cas officiellement, hein. Ça peut être le cas, hein. Il y a des gens qui découvrent par eux-mêmes. Mais voilà, de faire un petit peu la différence. Et grosso modo, donc il y a une alternance de phases, donc la dépression et la phase maniaque. Donc, la phase maniaque, je vous le fais de manière très crue, c'est un peu comme si tu es sous coke, H24 pendant, 3 mois, quoi. Mais c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que tu as une confiance qui est, totalement absolue, tu penses que tu vas changer le monde, tu as une créativité souvent qui est assez impressionnante. Il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui, ont une bipolarité, bah, notamment Van Gogh. En fait, Van Gogh, sa date de naissance, c'est la journée de la bipolarité. En fait, il y a des gens qui kiffent ça et moi, je vais pas vous mentir, je kiffe ça aussi, hein. C'est assez ouf. Je peux vous raconter une histoire brève, mais c'était je me rappelle en 2019, je reprends un boulot, bah, justement après cette expérience, avec Tristan. Je reprends un taf, je suis en surconfiance. Mon objectif, très rapidement, dès que j'arrive dans la boîte, c'est de me faire virer parce que je trouve que je suis trop fort pour, les autres. Mais vraiment, hein, j'arrive, mais genre un mois plus tard, je me dis: «Ouais, non, je vais me faire virer». Je crée un premier projet quand j'étais en période d'essai. Après, je réussis, je me fais virer, j'étais content. Du coup, j'ai un préavis. Je pars à Tokyo, j'ai pris mes billets le lendemain. À Tokyo, je recrée une autre boîte avec un cofondateur argentin. Et grosso modo, je dors pas, j'ai une énergie folle. On se retrouve quand même avec 3 collaborateurs quand j'étais à Séoul 2 semaines plus tard. Et je reviens à Paris et la boîte est lancée. Et, enfin bon, bref, mais je vous raconte une phase maniaque. Et en fait, c'est assez agréable sur le moment. Sauf que derrière, bah, les conséquences, elles sont les suivantes. C'est que bah, derrière, j'ai fait une grosse dépression et puis bah, j'ai mis la clé sous la porte et cette boîte, elle n'existe plus.
Donc voilà, je vous raconte les deux côtés et pourquoi est-ce que en parler c'est important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait déjà ils le vivent, ils veulent pas l'accepter, c'est-à-dire ils veulent pas accepter qu'ils ne veulent plus vivre ces phases de up. Et c'est ça qui est très dur dans cette maladie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a autant de catastrophes. Mais je reviens un petit peu sur la phase dépressive. Bon, la phase dépressive, je pense qu'on conçoit un peu mieux les choses. En gros, c'est pas d'énergie, difficulté de concentration, troubles du sommeil. Enfin bon, voilà, c'est pas marrant, quoi. Je pense que personne n'a envie de vivre une dépression, donc ça, il y a il y a moins de situations. Voilà, ce que je tenais peut-être à dire aussi, c'est que, en fait, les phases, pourquoi est-ce qu'elles arrivent? C'est parce que notre cerveau, il fonctionne différemment, et que grosso modo, en fait, naturellement, on va avoir un pump de produits chimiques qui vont faire que notre cerveau, il va partir en phase. Et des fois, c'est pas du tout lié à quelque chose de logique. Et donc, grosso modo, pourquoi? Bon, rapidement, c'est une maladie authentique, donc c'est diagnostiqué, ça représente à peu près, allez, 2-3% de la population. Ça coûte très cher à l'État. Je vous donne les chiffres, on est enfin, bon, le député avec qui on faisait le projet de loi n'a pas été réélu, mais bon, on était sur un projet de loi, et ça représente à peu près 9,4 milliards d'euros à l'État. Parce que, en fait, il y a un coût qui est très élevé lié aux hospitalisations. Une hospitalisation, il y a beaucoup de personnes bipolaires qui ont un abonnement à l'hôpital psychiatrique, et tous les ans, ils y vont 30 jours. Et vous pouvez compter à peu près 800 € la journée d'hospitalisation, remboursée par la sécurité sociale. Et après, vous faites les calculs et vous arrivez à 9,4 milliards. Et pour autant, enfin, c'est une maladie, et on sait pourquoi ça existe. On sait parce qu'il y a des facteurs génétiques. Donc souvent, ça va être des parents, des grands-parents, etc. Mais très souvent, c'est des gènes qui sont dormants. C'est-à-dire que la plupart des gens ont ces gènes en eux, mais ils ne vont pas se déclencher. Et ils se déclenchent par rapport aux drogues et par rapport au traumatisme. Et donc très souvent, c'est la combinaison des trois. Bah, je peux le dire, moi je pense que c'est en partie par rapport au fait que je fumais pas mal de bœufs, enfin de cannabis, weed, enfin vous pouvez dire ce que vous voulez. Et c'est l'un des facteurs qui a fait que ces gènes dormants ont été déclenchés. Donc c'était dans la famille, j'ai fumé, poum, bipolarité. Donc si jamais vous voulez en parler à vos enfants ou même à d'autres, moi j'aimerais vraiment bien qu'il y ait des gens qui aient témoigné dans les écoles plutôt que des policiers en disant: «Pour info, si tu prends des drogues, bah voilà, tu peux partir dans un trouble psychique que tu vas garder toute ta vie». Et c'est pas marrant, quoi, parce qu'on n'en guérit pas aujourd'hui, hein. Il y a pas de enfin, il y a pas de consensus scientifique pour en guérir, en tout cas. On vit avec, on apprend à vivre avec, et il y a pas de souci, hein. Il y a plein de monde qui vivent, très bien avec, mais c'est juste qu'ils apprennent à vivre avec. Voilà, diagnostic a été tardif. En moyenne, c'est à peu près 9 ans en France, donc il faut plusieurs médecins avant d'être diagnostiqué. Bon, je vous passe ces détails. Concrètement, c'est assez intéressant, c'est de voir l'image, que vont avoir les films, sur le sujet, les séries sur le sujet, et l'évolution qui me semble quand même plutôt positive. Je ne sais pas si vous avez vu, Vol au-dessus d'un nid de coucou, si ça vous dit quelque chose? Bon, je refais rapidement le truc, c'est les personnes avec un trouble psychique sont dans un hôpital psychiatrique. Ils sont totalement à l'ouest et on les drogue pour les sédater parce qu'ils sont impossibles de vivre dans la société de manière classique. Et c'est vrai que ce genre de film, alors c'est un très bon film d'ailleurs, mais ça a fait beaucoup de mal aux personnes concernées parce que qu'est-ce que tu vas aller dire que tu es une personne bipolaire alors que quelqu'un va avoir cette image d'une personne qui est dans une camisole de force. Et à contrario, on voit des choses, bah, je ne sais pas si vous avez vu la série Homeland, par exemple, où là, bon, bah, c'est vrai que l'héroïne est aussi une personne bipolaire, et c'est déjà une image un peu plus positive, on va dire, de la bipolarité. Ok, on revient un petit peu au boulot, parce que vous êtes entrepreneur, enfin, je suis aussi entrepreneur. Et en fait, je voulais vous donner rapidement, en quelques minutes, un petit truc pour comment est-ce que vous pouvez agir concrètement sans que ça soit compliqué avec trop de démarches. Bon, déjà, c'est le fait de libérer la parole. Alors, quand je dis libérer la parole, la meilleure des tactiques, généralement, c'est si vous pouvez parler d'une histoire personnelle en tant que dirigeant, potentiellement d'un proche qui a vécu une crise. C'est pas mal parce que ça montre que si vous en parlez,
bah, peut-être que eux, ils ont le droit d'en parler. C'est quelque chose d'assez simple, mais juste posez-vous la question, est-ce que vous voulez faire le petit speech sur la machine à café ou je ne sais quoi? C'est un truc assez simple. Ensuite, c'est tout simplement de dire, OK, si jamais il y a un souci, bon, bien sûr, faut établir un schéma de confiance, hein, de toute façon, c'est la base de l'entreprise, mais je ne vais pas vous l'apprendre. Mais c'est, voilà, quand il se passe quelque chose, voilà, vous pouvez contacter telle personne. Et puis, la mutuelle, ça, c'est un truc sous-estimé. En fait, de plus en plus, il y a des mutuelles qui permettent de rembourser les séances chez le psychologue et ça aide vachement, tout simplement. Et d'ailleurs, enfin, moi, je fais presque le compte de mes potes et de plus en plus, on va quasiment tous voir un psychologue. Moi, je vais voir un psychiatre en plus, etc., avec des médicaments, parce que je suis une personne concernée par la bipolarité. Mais enfin voilà, mutuelle psychologue, c'est pas mal, c'est un bon cadeau à faire à vos salariés, et même pour vous, ça peut être utile. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez travailler avec ces personnes concernées si jamais ils vous en parlent? On a besoin de beaucoup plus de cadres que la moyenne. C'est-à-dire que, par exemple, le travail de nuit, c'est incompatible aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a des exceptions, hein, je parle de la grande majorité des personnes avec la bipolarité. Tout ce qui est beaucoup de trajets avec des jet lags de partout, pareil, c'est assez incompatible. Le fait de vraiment pouvoir couper à certains horaires, personnellement, moi, j'ai vraiment appris, entre guillemets, de mes erreurs. Enfin, je ne savais pas que j'étais bipolaire, mais en tout cas, j'ai appris à me dire, OK, à 20h30, genre, je coupe tout, quelle que soit l'urgence, quel que soit le truc. Bon, ça peut être un truc à faire, même si on n'est pas concerné, d'ailleurs. Mais du coup, voilà, vraiment poser un cadre et dire à la personne, OK, on fixe des limites, parce que surtout en phase up, la personne va avoir tendance à potentiellement bosser 14 heures par jour, voire même plus. Enfin, ça m'est déjà arrivé, parce qu'en phase up, en fait, on n'a pas besoin de dormir, on est sous coque. Donc concrètement, voilà, réussir à poser vraiment ce cadre. Après, tout ce qui est autonomie, pourquoi je parle d'autonomie? C'est-à-dire qu'il y a des jours où bah, on va peut-être aller un petit peu moins bien que d'autres. Et surtout, en début de phase, c'est des moments où il suffit d'adapter notre emploi du temps pour éviter que cette phase s'empire. C'est vraiment comme un départ de flamme. Il faut s'imaginer, voilà, vous avez oublié le four. Au démarrage, il suffit juste d'éteindre le four. Et éteindre le four, ça va être, OK, bah, en fait, je prends 2 jours, je vais à la montagne pour aller marcher. Et du coup, j'évite que le début de phase maniaque s'enclenche et du coup, bah, devienne une phase maniaque beaucoup plus intense qui là, bah, peut demander beaucoup plus de problématiques, un arrêt de travail, etc. Donc essayez vraiment d'avoir ce truc, OK, il y a un petit souci, OK, n'hésitez pas, vous prenez 1 jour ou 2 jours de congé en anticipé. Je sais que c'est dur en termes d'organisation, mais vaut mieux le faire sur 2 jours que de se prendre un arrêt de travail derrière, quoi. Hem Et puis, tout ce qui va être, ajuster de la charge de travail. Alors ça, c'est très compliqué de manière opérationnelle, mais c'est surtout pendant des périodes qui sont relativement courtes, de se dire: «OK, là, il y a un début de phase dépressive, bah, a priori, bah, déjà potentiellement prendre ses congés en anticipé et puis, bah, on va peut-être, t'aider sur, tel sujet, sur tel sujet». Toujours le même principe pour éviter que cette phase se déclenche. Et posez-vous même la question, parce que dans la santé mentale, c'est souvent ça, c'est vous avez au début quelque chose qui est pas énorme, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça peut être dans le burn-out, ça peut être dans la dépression, qui au final concerne potentiellement tout le monde. Et si vous arrivez à agir rapidement, bah, vous pouvez justement éviter. Et je vais aussi faire référence à ce que disait bah, à la fois Thierry, à la fois Loïc, c'est la méditation, la respiration, c'est le jackpot, hein. Au niveau de la santé mentale, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire ne serait-ce que, je sais pas, du yoga dans l'entreprise. Enfin, c'est des trucs assez classiques au final, on réinvente pas la roue. Voilà, et ben, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et pour ceux qui veulent la présentation, elle est là. Que fait Hope Stage? Merci. C'est vrai que ça aurait été bien d'en parler.
Nous, on a une association qui aide les personnes concernées avec les étapes de l'espoir. Donc, on va avoir tout ce qui est prise de conscience de la maladie, tout ce qui va être comprendre avec du contenu, donc podcast, etc. Puis après, faciliter le fait d'avoir envie de se faire diagnostiquer, donc avec des psychiatres partenaires, et surtout d'accepter son diagnostic. Et là, on a la plus grosse communauté d'entraide en France, justement sur la bipolarité et des formations. Tout ça est offert pour les personnes concernées. Et on gagne de l'argent en fait en faisant de la sensibilisation en entreprise. Donc on va faire des conférences, on va faire des ateliers, on va faire aussi du conseil. Et on bosse avec Air Liquide, Veolia, des SAP, enfin des gros groupes, principalement français et internationaux. Ouais, ouais, clairement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, vous avez dans des grosses boîtes, déjà, il y a des budgets formation, il y a des budgets handicap, etc. Il faut vraiment faire le calcul de manière très simple. Une entreprise de 100 salariés doit avoir 6 personnes handicapées dans sa boîte. Ce qui n'arrive quasiment jamais, de personnes déclarées. En fait, ils les ont probablement, mais les personnes ne le disent pas. Et du coup, chaque personne qui n'est pas déclarée, donc imaginons, on va dire que c'est 4 personnes, donc il y a 2 personnes qui, du coup, coûtent 12 000 € d'amende tous les ans. Et donc, grosso modo, il y a une partie du budget qui est là. Et ensuite, on va pas se mentir aussi, c'est un sujet qui quand même tient à cœur les gens. Le nombre de fois où, en fait, ça fait un bien fou de pouvoir un petit peu discuter avec quelqu'un de concerné quand on a un proche, quand on a une sœur, un frère, un fils. C'est assez exceptionnel en fait. Je sais pas comment dire. Genre, j'ai jamais fait une activité où je termine l'atelier et il y avait genre à peu près 9 personnes sur 10 qui envoyaient un mail de remerciement. C'est assez impressionnant. Et en fait, c'est les boîtes qui aujourd'hui s'en occupent sont des boîtes, soyons honnêtes, qui sont un peu plus précurseurs sur le sujet. SAP, par exemple, au niveau de la santé mentale, ils ont fait beaucoup de choses avant tout le monde, que ce soit les programmes de méditation. Et bon, on a la chance de bosser avec eux, et je pense que demain, les autres vont suivre. Parce que j'en parlais aussi au niveau des arrêts de travail. C'est la première cause d'arrêt de travail, quoi. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu des collaborateurs en arrêt de travail, mais c'est relou, quoi. J'ai le cube. Donc j'ai une question à te poser. Dans les causes, en fait, les déclencheurs des phases maniaques, des phases maniques, tout à l'heure, j'ai cru voir passer, mais ça m'a fait penser à quelque chose, c'est une question que je voulais te poser. J'ai cru voir passer quelque chose par rapport à la charge de travail, à la créativité aussi. Bon, il se trouve qu'on en a parlé un petit peu tous les deux précédemment. Moi, j'ai eu 2 personnes très proches, enfin de qui j'étais proche, qui sont à des stades maniaco-dépressifs, donc bipolaires, assez avancés quand ça se présente. Et dans les 2 cas, j'ai vu des phases maniques assez fortes se déclencher quand ils avaient une pression de livrer quelque chose de créatif. Est-ce que ça te parle? Je ne sais pas, c'est peut-être juste un hasard que j'ai connu ces 2 cas, enfin que j'ai observé ces 2 cas, mais un, c'était un de mes réalisateurs, et je le connaissais depuis longtemps, et il n'avait jamais eu de crise maniaque, il a eu des crises plutôt dépressives. Du jour où il a fallu qu'on livre un film, il est parti en sucette, mais total. Ça a mis 15 jours, et après ça, il a fallu que je le convainque de se retirer du film. Et l'autre personne, c'était un autre projet, mais pareil, un projet créatif, pression créative, qui a déclenché une crise manique. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà vu ça? Ou est-ce que c'est juste peut-être un hasard? En fait, grosso modo, nos émotions sont plus intenses en tant que personne bipolaire. Je vais faire un peu la métaphore du jeu vidéo. Il faut s'imaginer que tout le monde est dans un jeu vidéo de les émotions. Il y a le boss de la dépression qui existe dans le jeu. La plupart des gens ils jouent en mode facile, on va dire. C'est-à-dire que si jamais on fait pas trop de conneries, grosso modo, le petit monstre de la dépression, il arrive, on le kill. On va aller courir. C'est des fois beaucoup plus dur que ça, mais sur le principe, nous, quand le monstre de la dépression ou de la phase maniaque arrive, c'est le monstre niveau 10, quoi. Et en fait, le stress fait partie des déclencheurs.
Et si on n'arrive pas à gérer justement ce stress, bah, ça peut être un déclencheur d'une phase maniaque, justement. Et il y a énormément de tactiques qui permettent justement d'éviter que ce stress ne devienne déclencheur. Et c'est sur quoi on travaille justement avec Upstage. C'est pour donner les clés aux personnes concernées de devenir experts dans leur propre bipolarité afin de comprendre comment est-ce que ça arrive et comment faire pour réagir lorsque ça arrive. Et il y a des choses très simples comme la respiration, mais ça peut aussi être les médicaments. Moi, je peux vous donner même un exemple personnel. Quand je sens que je pars un peu en insomnie, c'est-à-dire que je peux me réveiller à 3 heures du mat, pump it up. En gros, j'ai 2 médicaments. J'ai un médicament relativement chill, bon, c'est de la mélatonine, je peux le citer, et j'ai un médicament qui est beaucoup plus fort. Et grosso modo, je prends le médicament fort assez rapidement. Après une journée, 2 journées un peu d'insomnie, je prends ce médicament. Ensuite, je contacte mes proches. Donc, je vais contacter ma copine, je vais contacter mon psychiatre, je vais contacter mon psychologue pour rapprocher les rendez-vous. Et je vais tout ce qui est rendez-vous, genre dîner avec les potes, etc., j'annule tout. Je fais ça généralement une petite semaine et hop, c'est bon, c'est ni vu ni connu et ça passe. Mais j'ai appris, j'ai compris comment est-ce que ça fonctionnait. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, c'est notre rêve, c'est que la plupart des personnes bipolaires, on peut même dire tous, mais c'est impossible, apprennent justement à comprendre qu'est-ce qui fait que cette phase va arriver et comment est-ce qu'elles doivent réagir. Et chacun a son mode de fonctionnement. Mille merci. Et j'ai une question et je ne sais pas comment la poser ou comment formuler pour que j'aille un sens. À 19 ans, tu as fait une rencontre, ça t'a déclenché quelque chose que tu t'es reconnu dans cette idée de bipolarité. Mais avant ça, ou si, imaginons, ça n'a pas passé, comment quelqu'un qui aurait pu voir ça dans toi, t'aurais accepté qu'on te parle avant que toi, tu as fait cette sorte de clic en toi? Comment on aurait pu te dire, attention, c'est là, comment tu aurais accepté cette... Je ne sais pas si j'ai fait une bonne question ou pas, mais je ne sais pas. J'aimerais bien juste savoir comment on aurait pu t'approcher. Désolée. Je vais essayer d'y répondre et nous, ça fait partie de nos missions, c'est justement de faire de la sensibilisation et d'en parler. Parce que, voilà, je pense que le contenu là-dessus, je vais rester sur quelque chose d'assez simple. Aujourd'hui, c'est le début des Paralympiques. Et c'est quand même un truc qui est quand même assez extraordinaire de se dire que des personnes qui, on les croiserait dans la rue, au final, on va être au stade à dire « Waouh, c'est extraordinaire », etc. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est changer de l'image et parler de ce sujet en expliquant que, en fait, il y en a plein, ça tourne, quoi. Et ça fonctionne bien. Et c'est aussi par les films, c'est aussi par tous ces sujets-là. Je pense que c'est enlever le tabou, essayer d'enlever la honte. Je vais peut-être donner un truc un peu... Mon père, ça se passe très bien avec lui, mais s'il n'avait pas eu honte d'en parler, je suis persuadé que la première fois que j'aurais fait une dépression à 19 ans, je serais allé voir mon psychiatre, il m'aurait dit, est-ce que tu as des antécédents familiaux? J'aurais dit, bah oui, mon père est bipolaire. Bon, je pense que le diagnostic serait arrivé peut-être 10 ans plus tôt, alors que je l'ai eu à 29 ans, mon diagnostic. Et donc, ouais, de lever le tabou, de lever le voile, de dire, voilà, ça existe. Je pense que quasiment tout le monde connaît quelqu'un avec un trouble psychique. Et c'est fine, et il vit très bien, et juste il adapte sa manière de vivre. Et le fait de vivre ses émotions font qu'il va penser aussi différemment. Et ça peut avoir son utilité. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont bipolaires. Je connais pas mal de médecins et d'entrepreneurs aussi. Et ouais, étonnamment, il y a beaucoup de psychiatres. Mais voilà, tout ça pour dire que on peut vivre avec, il n'y a pas de souci. Ça demande juste, moi je l'ai un peu vu comme ça, de se dire, ok, ma vie ne sera plus jamais la même, que les sorties en boîte de nuit, en fait, fallait que j'arrête. Le fait de boire un peu trop d'alcool, fallait que j'arrête. Que maintenant, l'horaire de sommeil, il est un peu plus tôt, que je fais attention à avoir une meilleure hygiène de vie. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Je suis très content. Tu aurais accepté ça avant. À 16 ans, si quelqu'un t'aurait parlé, est-ce que tu aurais accepté? Alors, je ne saurais pas répondre, je sais pas.
Clément, merci pour ta présentation. Il y a une question qui me venait à l'esprit, c'est de se dire, finalement, et quand on écoutait le speech de Loïc tout à l'heure, avec le monde de la nature et le monde de l'usine, on se dit que pour des gens bipolaires, c'est extrêmement difficile de travailler en société. Et notamment dans des... Voilà, donc tu as parlé des artistes. Ce qu'on voit, c'est que les bipolaires, finalement, ils s'éclatent en étant artistes, ils s'éclatent en étant entrepreneurs comme toi, sauf que métier d'entrepreneur, on sait tous ici que c'est quand même pas évident. Mais par contre, pour entrer dans les cases d'un employé modèle, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, j'ai un copain dont je t'ai parlé, qui lui, depuis, voilà, il a presque 60 ans, pendant 30 ans, et ben, il a fait des petits boulots parce qu'il était incapable de s'insérer dans une boîte. Donc, est-ce que tu prévois aussi le fait d'aiguiller les gens vers des jobs qui peuvent avoir du sens et pour eux, et à la fois sur lesquels ils puissent être acceptés comme tels, parce que dans la société actuelle, c'est vraiment pas évident pour des bipolaires de vivre en société, et les boîtes ne comprennent pas et elles ne vont pas prendre le risque de... et c'est peut-être pour ça qu'il y en a 2 sur 3 qui ne disent jamais qu'ils ont ces problèmes-là, parce que à l'entrée, ils seraient blackboulés d'entrée, quoi. Voilà. Moi, j'ai une vision assez positive de ce sujet-là. Je pense que, en fait, on a une opportunité qui n'est pas la même que nos parents là-dessus. Enfin, moi, j'ai 34 ans, hein, pour faire simple. Et en fait, on est maintenant dans un monde où il y a vraiment beaucoup plus d'éducation sur le sujet et que notre génération qui va être diagnostiquée plus tôt et qui va avoir un meilleur accompagnement, et c'est pour ça qu'on existe, en fait, on va pouvoir délivrer comme n'importe qui et voire même... Moi, j'ai ce sentiment, un peu comme il y a eu beaucoup d'études qui ont pu démontrer qu'une entreprise où tu as une mixité homme-femme qui est plus importante et plus productive, eh ben, je suis assez persuadé, après j'ai pas les chiffres, que ça sera pareil avec la neurodiversité. Et qu'en fait, une personne qui va donc être un peu plus empathique, généralement on a une émotion un peu plus forte, eh ben, dans une boîte, des fois c'est utile. Lorsqu'on a besoin, je sais pas, de faire de l'innovation, ou on a besoin de penser différemment, eh ben, c'est aussi utile. Pour autant, et là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui les boîtes ont encore du mal à les intégrer, la société a encore du mal à les intégrer. Mais demain sera un nouveau jour et ce sera le cas. Ah non. Alors, tu as cité tout à l'heure des anciens artistes qui étaient bipolaires. Est-ce que tu sais comment eux, ils géraient du coup leur bipolarité à leur époque? Bah, si on parle de Van Gogh, assez mal. Hein. Je pense Enfin, en dehors, enfin, un autre, je sais pas. Ouais, Churchill. Non, en fait, c'est un peu particulier. C'est que, en fait, la manière la plus simple de répondre à une phase, c'est la drogue, grosso modo. Et Churchill, même Van Gogh, etc. En fait, tu veux sortir d'une dépression, quand tu te bourres la gueule, pour faire un peu cru, bah, tu sors ponctuellement de cette dépression. Par contre, les conséquences seront bien pires. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est comment est-ce que tu adaptes ta manière de vivre par rapport à ta propre personne. Et c'est vraiment une introspection de comprendre les mécanismes. Et je pense que, en fait, il y a beaucoup de personnes, on ne saura jamais qu'ils étaient bipolaires parce que, en fait, ils ont toujours réussi à gérer cette bipolarité. Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est que en fait, aujourd'hui, les chiffres le montrent, il y a un sous-diagnostic assez important. Et donc, en fait, il y a beaucoup de personnes bipolaires qui ne savent même pas qu'elles sont bipolaires parce qu'elles arrivent déjà à gérer. Parce qu'en fait, elles ont déjà une bonne hygiène de vie, elles font déjà de la méditation, etc. Et je pense qu'à l'époque, c'était ça. Merci beaucoup, Clément.